Déjà, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, du moins chez nous, à l'hôpital de Cuba à l'époque, lorsque j'étais avec le professeur Touchen Laïrahmou, et étant endoscopiste, donc on voyait des malades qui faisaient des cirrhoses et qu'on ne trouvait pas d'explication. C'était ni l'hépatite B, ni l'hépatite C, ni les autres hépatites, mais aussi il n'y avait pas de consommation d'alcool. Et il disait, Laïrahmou, il y a quelque chose qui ne va pas, et souvent, c'est des malades qui étaient soit diabétiques, soit obèses. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à la NASH à l'époque, et puis le microbiote, et puis l'obésité, et puis à la fin, j'ai compris que tous ces problèmes-là sont liés en premier lieu à l'excès pondéral. Ni plus ni moins. Ici, on gère l'excès pondéral, on gérera pratiquement toutes les autres pathologies. Pour vous dire aujourd'hui, les hépatopathies les plus fréquentes aujourd'hui dans le monde, vous les voyez ici, c'est l'alcool. Heureusement que c'est très peu observé chez nous, ça c'est une bonne chose. Les hépatites virales sont en voie de disparition, particulièrement l'hépatite C, grâce donc aux nouvelles molécules. Donc, et dans quelques années, il y aura l'éradication de l'hépatite C, et ça restera donc la MASLD et la MASH, tout ce qui est métabolique. Et on le disait déjà à l'époque, c'est que cette MASLD ou cette MASH, c'est la traduction du syndrome métabolique, c'est la traduction hépatique du syndrome métabolique. Et je pense dans l'avenir, on va démontrer peut-être que le foie est à l'origine aussi bien du diabète que d'autres pathologies. Aujourd'hui, on dit que c'est une conséquence, mais en fin de compte, je pense que ça va être une cause. Alors, la définition de la MASLD ou de la MASH, c'est une définition histologique, rien n'a changé, c'est-à-dire la PBH. Si vous ne faites pas une PBH, vous ne pouvez pas avoir un diagnostic sûr. Mais aujourd'hui, vu que la pathologie est très fréquente, vous allez voir, c'est plus de 30% de la population mondiale, on ne pourra pas faire donc une PBH à tout le monde. Ça coûte cher, ça risque d'entraîner des complications parce que c'est un geste invasif. Donc, on va essayer de trouver d'autres moyens qui vont nous permettre de faire le diagnostic. C'est quoi la stéatose hépatique ou la stéatopathie métabolique? C'est l'accumulation de triglycérides au niveau des hépatocytes. Lorsque vous avez plus de 5% qui sont remplis de graisse, vous parlez de foie gras ou de stéatose hépatique ou de MASLD, ou après on verra pourquoi la MASH. Au début, c'est une MASLD, c'est-à-dire c'est une stéatose simple, c'est-à-dire vous avez de la graisse ou vous avez des acides gras au niveau des cellules, mais si vous n'intervenez pas, ce qui va passer, c'est que vous aurez de l'inflammation et de l'hépatite, et après de la fibrose. Et là, le problème devient sérieux. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Donc le plus important, c'est d'agir au stade précoce, c'est-à-dire au stade de stéatose simple, d'acide gras au niveau des hépatocytes, avant l'installation de l'inflammation ou avant l'installation donc de la fibrose. Et même s'il y a une installation de la fibrose, aujourd'hui, il y a des études qui montrent quand même, si on intervient précocement, la fibrose qui n'est pas très avancée, c'est-à-dire stade 3, on peut espérer aujourd'hui, et ça c'est une nouveauté, la régression de la fibrose. Et ça c'est une très très bonne nouvelle, ça n'existait pas avant 2023. Donc, et puis, cette appellation de NAFLD à l'époque ou de NASH a été donnée à l'époque, durant les années 80, par une personne qui s'appelait Ludwig. Comment il a constaté ça? Il a vu que, d'habitude, il ne voyait que la stéatohépatite alcoolique. Et puis, un jour, les malades, ils voyaient que ces malades-là ne consommaient pas d'alcool du tout, mais qu'ils avaient la même structure histologique ou les mêmes lésions histologiques. Il a dit « unnamed disease », c'est-à-dire une maladie qui n'a pas de nom. Et puis, il a réfléchi, il a dit « non, c'est la NASH » ou la NAFLD, la non-alcoolic fatty liver disease. Ça veut dire une hépatite non-alcoolique. Et puis, les gens n'ont pas parlé du tout de cette pathologie jusqu'à les années 90, 2000, parce qu'il y a une augmentation de l'obésité, du diabète, et pratiquement tout le monde en parle. Et ces dernières années, il y a 3 ans, il y a des experts, parmi eux, Mohamed Islam, c'est un Australien, ils ont dit, ces malades ne consomment pas d'alcool. Et pourquoi vous mettez le nom d'alcool dans cette appellation? Il faut qu'on change cette appellation parce que ça n'a rien à voir avec l'alcool. C'est plutôt un problème purement métabolique. Donc, ils ont proposé au début la MAFLD, la MAFLD. Et puis maintenant, nous sommes tous d'accord qu'il s'agit de la MASLD. Donc, la nouvelle appellation, la voici. Un petit rappel, l'ancienne appellation, vous avez une stéatose simple ou NAFLD, ou une stéatose avec une inflammation, début de fibrose, c'est la NASH.
Ces deux mots, il faut les oublier, parce que maintenant, on va utiliser une autre appellation. C'est lorsque vous avez un problème purement métabolique. Ça veut dire que vous avez éliminé de l'alcool, la consommation d'alcool. Vous avez éliminé d'autres pathologies qui risquent de donner une inflammation, une stéatose. Vous parlez de MASLD. Vous avez uniquement de la graisse. Vous n'avez pas d'inflammation ou de fibrose. Si vous avez de l'inflammation et de la fibrose, vous ne parlez plus de MASLD, mais plutôt vous parlez de MASH à la place de la NASH. Et c'est important, vous allez voir, c'est que notre objectif, c'est quoi en final? C'est de traquer la fibrose et chercher justement s'il n'y a pas une fibrose significative. Donc, tout ce qui est alcool, tout ce qui est... Vous pouvez avoir aussi des malades qui consomment peu d'alcool, mais qui ont un syndrome métabolique. Là, on les appelle MET avec ALD ou MASLD associé donc à une consommation d'alcool. Vous avez aussi d'autres malades qui consomment beaucoup d'alcool. Ça, c'est de l'hépatite alcoolique. Nous, on parle des malades qui ne consomment pas du tout d'alcool et qui ont des problèmes métaboliques. Donc, on parle de MASLD ou de la MASH. Il y a des nouvelles recommandations. La Société européenne d'obésité, maladie d'obésité, la Société européenne de diabétologie, la Société européenne des pathologies, ils ont émis donc des recommandations récentes. Et ils disent dans ces recommandations, entre autres, il y a une augmentation déjà de la prévalence de cette MASH ou cette MASLD. On est passé en 2016 de 25% à 30% aujourd'hui, parce qu'il y a une augmentation du nombre de diabétiques et d'obèses. Chez nous, dans le service, c'est à peu près aux alentours de 23%, ça, il y a 2 ans, lorsqu'on a fait une étude sur les malades qui venaient donc pour échographie. Donc, malheureusement, la plupart des MASLD aujourd'hui ne sont pas diagnostiqués, parce qu'on ne les cherche pas systématiquement. Et aujourd'hui, elle est parmi les principales causes de transplantation hépatique aux États-Unis. Ça va être la première cause partout dans le monde. Donc, les deux étiologies, c'est qui on va les chercher? D'abord, chez les diabétiques ou l'obèse. Et vous voyez ici, chez l'obèse, vous pouvez avoir une MASLD jusqu'à 95%. Jusqu'à 95% des patients obèses présentent une MASLD. Lorsque vous faites une échographie, vous trouvez un foie brillant ou vous trouvez bien sûr des enzymes hépatiques élevées. Mais très peu, peut-être moins, vous voyez entre 15 et 55% vont développer donc une MASH, c'est-à-dire de l'inflammation et risque de fibrose. Chez le diabétique aussi, vous voyez, ce qui nous intéresse, c'est surtout la MASH. Vous voyez, donc plus le BMI est augmenté, le risque d'apparition de MASH est important. Vous voyez, on passe, lorsque vous avez un BMI inférieur à 30, c'est à peine 37%. Et lorsque vous aurez un BMI supérieur à 40, c'est pratiquement près de 90% qui auront une MASH, et MASLD ou une MASH. La même chose chez un patient diabétique déséquilibré. Vous voyez complètement à droite, lorsque vous avez un HbA1c à 8,5, donc vous aurez pratiquement la chance de plus de 80% de trouver donc une MASH. Alors, les recommandations actuelles des sociétés européennes en matière d'obésité, on peut les adapter, ça ne pose aucun problème. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup de consommation d'alcool. D'abord, c'est comment faire le diagnostic. Le diagnostic, il est d'abord échographique. Ça veut dire chez tout patient obèse qui a un syndrome métabolique ou qui a un diabète, il faut faire une échographie abdominale. Si vous trouvez un foie hyperéchogène ou un foie brillant, ou si vous faites un bilan enzymatique, vous trouvez des enzymes élevées, c'est une MASLD jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr, il faut éliminer les autres étiologies, il faut éliminer l'alcool, il faut éliminer les causes rares, c'est tout à fait normal. Complètement à droite, vous voyez donc les causes les plus rares. Au milieu, vous avez les malades qui consomment de l'alcool. Et complètement à gauche, vous voyez, c'est en anglais, vous voyez, c'est les malades qui ne consomment pas d'alcool ou très très peu d'alcool et qui n'ont pas d'autres pathologies. Soit c'est une MASLD, c'est-à-dire vous avez uniquement donc de la graisse qui est accumulée, à peu près 5% des hépatocytes qui regorgent donc de graisse, mais parfois les hépatocytes deviennent ballonnés, et entre les hépatocytes, vous pouvez trouver de l'inflammation, mais aussi de la fibrose. Et c'est le cas de la MASH, c'est-à-dire il y a de l'inflammation, risque d'aller vers la fibrose. Un petit rappel, donc on passe d'un foie normal à un foie stéatosique simple, puis à une stéatose avec de l'inflammation, et puis on arrive à la fibrose, et bien sûr au stade final à la cirrhose, et après le cancer. Et j'ai mis là en rouge, si vous voulez, c'est l'étape cruciale où il faut intervenir précocement, parce qu'aujourd'hui,
À l'époque, on disait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pensait que la fibrose, elle est définitive, elle n'est pas régressive. Aujourd'hui, on peut le confirmer que la fibrose, elle est régressive. Mais plus tôt vous intervenez, et mieux vous aurez des résultats plus intéressants. C'est-à-dire avant le stade F3, F4. Et ce n'est pas tous les malades qui vont développer de la fibrose. Tout dépendra d'autres facteurs. Vous avez des facteurs génétiques, le microbiote, le mode de vie, l'activité physique et bien sûr beaucoup d'autres facteurs. Donc c'est pour cela que certains patients vont développer très rapidement donc, de la fibrose, d'autres ils ne vont pas développer du tout. Mais ça nécessite quand même un diagnostic et un dépistage. Durant toute cette évolution, qui peut aller jusqu'à 20, 30, 40 ans d'évolution, les malades ils vont faire particulièrement des complications, c'est des complications cardiovasculaires et des cancers. Pas des cancers hépatiques, mais c'est des cancers extra-hépatiques. C'est pour cela qu'il faut surveiller ces malades-là. Il faut lutter contre les facteurs du syndrome métabolique, les composants des syndromes métaboliques. Il faut gérer un diabète, c'est là. Il faut gérer les problèmes cardiologiques. Et bien sûr, le risque hépatique. Donc, le médecin généraliste peut intervenir pendant 20 ans, 30 ans, prendre en charge le malade. À l'époque, on disait, il faut faire le diagnostic et l'envoyer chez les pathos. Non, les recommandations aujourd'hui sont claires. Vous faites le diagnostic, vous vous occupez de votre patient. Surtout, il faut estimer le degré de la fibrose, évaluer la fibrose. Si c'est une fibrose importante au-delà de F3, effectivement, il faut compléter par une PBH, sinon vous continuez. Médecin généraliste, diabéto, endocrino, interniste et toutes les personnes ou tous les médecins qui s'intéressent à la NASH pourront donc suivre leurs malades sans les envoyer bien sûr chez les hépatologues. Ça c'est important, c'est un point à retenir. Et pourquoi on parle de la fibrose? Parce que ça a été démontré. Plus la fibrose est importante, plus la mortalité hépatique est importante. Ça veut dire qu'il faut agir plus précocement. Et ça a été démontré, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez la mortalité, là aussi bien la mortalité hépatique que la mortalité extra-hépatique, particulièrement par cause cardiovasculaire, par des cancers extra-hépatiques, augmente en fonction de la fibrose. Si vous avez un F4, vous voyez par exemple l'F4, la mortalité hépatique, elle passe de 0 à 23,9%. Et si vous avez, par exemple, pour les autres problèmes, donc vous voyez les causes non hépatiques, c'est-à-dire la mortalité d'origine extra-hépatique, ça passe de 1,2 à 27,2%. Donc ça veut dire qu'il faut agir précocement pour limiter le nombre de décès. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, comment évaluer la fibrose? Retenez aujourd'hui, et pour définir toujours, jusqu'à nouvelle recommandation, le FIB4. Le FIB4, c'est facile à faire, l'âge, le taux de plaquettes et le taux des enzymes, et vous pouvez avoir un résultat. Si vous avez inférieur à 1,3, c'est bon, la fibrose n'est pas significative. Vous occupez-vous de vos malades. S'il est diabétique, il faut équilibrer son diabète. S'il a du poids, il faut le faire maigrir. Et c'est important, donc il faut le revoir entre 1 et 3 ans. Ça ne sert à rien de l'envoyer. Maintenant, s'il a une fibrose significative, vous voyez là-bas, vous avez un FIB4 qui est de 2,67 ou au-delà, par exemple 3, 4. Là, ce malade-là, je pense probablement, il nécessite une PBH, une ponction biopsie hépatique, donc il faut l'adresser chez le médecin pour faire une PBH. Si c'est entre les deux, là, vous allez faire ce qu'on appelle le fibroscan pour évaluer le degré de la fibrose. Il y a une très bonne corrélation entre le FIB4 et le fibroscan. Voilà, le FIB4, c'est facile, vous voyez l'âge, donc le ESASAT et ALAT et taux de plaquettes. Et si vous avez chez ce malade, par exemple, il a 1,30, il faut le revoir dans 2-3 ans. Alors maintenant, la prise en charge. Comment nous allons prendre ces malades? Donc l'approche aujourd'hui, fin 2024, c'est une approche holistique. Le poids, il faut gérer le poids avant tout, et bien sûr les autres facteurs, parce qu'on a dit tout à l'heure, le risque c'est surtout la mortalité cardiovasculaire, l'HTA, le diabète, les comorbidités, les habitudes alimentaires, ça a été bien détaillé par mes collègues, le type de sommeil, la qualité du sommeil, c'est important, l'activité physique régulière, et on peut dire donc une approche multidisciplinaire qui va réduire les facteurs de risque cardiovasculaire, qui va dépister et traiter les autres comorbidités. Et la perte pondérale est essentielle grâce à un régime alimentaire et une activité physique régulière. Et bien sûr, il faut utiliser les bons traitements, c'est-à-dire qu'ils vont traiter aussi bien l'excès pondéral et les autres pathologies qui sont associées. Et bien sûr, lorsque vous avez une MASH, vous avez une fibrose significative, c'est-à-dire à 4, dans ce cas, il faut bien sûr une approche particulière, c'est-à-dire pour dépister donc, le cancer hépatique. Et là, je vous ai rapporté donc, les recommandations de la société. Ce qui est important, vous voyez, donc le degré de la perte pondérale dépend des pathologies associées, mais en même temps de l'importance de la surcharge pondérale. Si vous avez, par exemple, un poids normal,
et vous avez une marge parce qu'il peut être un point normal. Donc la perte pondérale, c'est à 3 à 5%. Maintenant, si vous avez donc des patients qui ont une obésité grade 1 ou grade 2, voire plus, dans cette situation, il faut au moins plus de 10%, entre 7 et 10%, donc minimum 7 à 10%. Et pour la discussion thérapeutique, parfois, il faut aller jusqu'à la chirurgie métabolique, si c'est nécessaire, surtout s'il y a une association s'il y a d'autres pathologies associées. Bien sûr, il y a des recommandations concernant la qualité donc, de l'alimentation, la qualité de l'activité physique. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et bien sûr, l'approche qui doit être pluridisciplinaire. Mais dans toutes les situations, donc, il faut, en plus du traitement, en plus de l'activité physique et des règles diététiques, il faut adopter certaines thérapeutiques. Comme vous le voyez ici, quelles sont les thérapeutiques qu'on va choisir? Vous voyez, lorsque le patient qui a un diabète, par exemple, de type 2, il faut favoriser les inhibiteurs SGLT2, comme le semaglutide, du dulaglutide, les agonistes, bien sûr, les doubles agonistes, comme tirzépatide, ou bien les inhibiteurs SGLT2, et bien sûr, dans certaines situations, ne pas oublier la metformine, parce qu'on a tendance à oublier la metformine. Continuer les statines, et bien sûr, s'il y a une obésité, obligatoirement, il faut d'autres traitements. Alors, en matière de fibrose, est-ce qu'il y a un traitement aujourd'hui en dehors de la perte pondérale? Donc aujourd'hui, et depuis plusieurs années, il y avait au moins 22 médicaments qui étaient à l'essai, et aujourd'hui, il y a un médicament qui a été approuvé par la FDA, et vous voyez ici, donc il a une action sélective sur le parenchyme hépatique, il module le glucose intrahépatique et le métabolisme lipédique. Il inverse maintenant, il inverse la stéatose par de nombreux mécanismes. C'est un agoniste oral sélectif des récepteurs des hormones thyroïdiennes. Donc il a eu la même, grâce à cette étude, et qui montre clairement qu'il y a un effet Rezdiva au remcitiram. Donc il a un effet donc, sur la fibrose. Et vous voyez, lorsqu'on le donne à 80 mg ou à 100 mg, il y a une réduction de la fibrose, même s'il n'est pas de 100%, mais il serait intéressant de l'utiliser. Aujourd'hui, il est disponible uniquement aux États-Unis, mais c'est utilisé sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut d'abord dépister le cancer hépatique, il faut utiliser tous les autres moyens, l'activité physique et les règles diététiques, mais aussi la chirurgie bariatrique, si c'est nécessaire, surtout le malade, s'il a une fibrose significative. Aujourd'hui, pour certains experts, la chirurgie métabolique permet justement la régression de la fibrose hépatique. Et j'ai posé la question à un expert dans ce domaine. Je lui ai dit, écoutez, à la fibrose qui est installée, comment elle va disparaître? Il m'a répondu, tout simplement, parce qu'il y a toujours des hépatocytes qui sont là. Et lorsqu'on fait la chirurgie bariatrique, les hépatocytes vont régénérer et vont prendre la place au fur et à mesure donc, de la fibrose. Je pense que c'est un bon élément à signaler. Donc, cette plaque, je vous l'ai montrée tout à l'heure. Vous voyez, donc la perte pondérale, elle est bénéfique sur le plan cardiovasculaire, sur les cancers, ça a été dit par Mme Mimouni, surtout pour la femme. Cancer endométrial, moins de 62%. Le cancer du sein, moins de 44%, mais aussi les autres cancers, comme le pancréas, moins de 48%. Bien sûr, pour la NASH ou pour la stéatose ou pour le cancer hépatique, vous voyez ici, progression to adverse liver outcome, moins de 88%, c'est important, sans oublier bien sûr l'amélioration de la qualité de vie et la diminution des dépenses de santé. Et j'arrive à ma conclusion pour dire, la stéatopathie métabolique est un problème de santé publique, pas uniquement en Algérie, mais partout dans le monde. Le pronostic de cette pathologie est lié à l'importance de la fibrose, donc il faut chercher la fibrose. Vous avez le FIB4, s'il vous plaît, il faut que ça soit systématique chez vous. Parce que la fibrose est responsable d'un taux élevé de mortalité cardiovasculaire, mais aussi de mortalité hépatique. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on insiste sur les marqueurs non invasifs, comme le FIB4, pour estimer la fibrose. Donc le FIB4, ne pas l'oublier s'il vous plaît. Un diagnostic précoce est important pour la prise en charge qui doit être pluridisciplinaire. Et vous avez vu que surtout le médecin généraliste ou diabéto-endocrine ou interniste, maintenant il peut suivre le malade sur des dizaines d'années sans l'envoyer chez les pathologues. Et bien sûr, il doit l'évaluer au fur et à mesure. Le traitement actuel de la MASH donc, repose sur des règles génétiques et le contrôle des comorbidités, même si déjà il y a un médicament qui est disponible, mais il est réservé pour une catégorie de patients. Et je vous remercie pour votre attention.